Bonjour à tous, bienvenue sur cet événement qui a lieu en simultané sur la chaîne Twitch de Ergotisme. Il est aussi enregistré, il sera disponible sur le serveur Scholasticus. Vous aurez l'occasion d'interagir avec les participants de cette rencontre que vous allez voir aujourd'hui sur une autre rencontre qu'on va faire, un autre événement qu'on va faire sur Scholasticus à un autre moment, si vous aurez des questions par rapport à ce débat. Aujourd'hui, on va écouter deux personnes qui débattent sur le sujet de l'avortement. Mathieu Lavagna, il est connu pour ses prises de position qui sont réfléchies. Il va s'opposer à l'avortement, dire ça n'est pas bien d'avorter. Tandis que Ergotisme, lui qui est connu pour ses arguments qui sont solides, il va défendre la position que l'avortement est une bonne chose. Ce débat risque d'être quelque chose d'excellent, de très intéressant. On va pouvoir écouter vraiment ces deux visions du monde qui sont, selon moi, opposées et se faire une opinion par rapport à ce que l'on va entendre aujourd'hui. Le format est bien simple. On aura 15 minutes d'introduction pour chacun. Ensuite, 7 minutes de réponse à l'introduction. Puis un dialogue ouvert qui va suivre par la suite. Pour les 15 premières minutes, on va commencer par Mathieu Lavagna. Ça te va? Oui, bonjour à Oui. tous et Bonjour Mathieu. merci Luc de m'accueillir et Ergotisme d'avoir accepté ce débat. Donc moi je suis chrétien, mais sur la question de l'avortement, je serais contre l'avortement même si j'étais pas chrétien. Donc voilà, je ne pense pas qu'il y a besoin d'arguments religieux pour être contre l'avortement et du coup je vais essayer de le montrer à travers cette présentation. Donc Luc, tu peux commencer le timer quand tu veux. Excellent. Alors c'est Alors parti. voilà, donc le débat de ce soir c'est est-ce que l'avortement doit être légal? Alors attends, tac, ça avance pas. Donc, je commencerai par cette phrase d'introduction qu'on retrouve chez Gregory Koukl dans son livre Precious Unborn Human Persons, qui, à mon avis, résume tout. Il nous dit, si le fœtus n'est pas un être humain, aucune justification pour légaliser l'avortement n'est nécessaire. En revanche, si le fœtus est un être humain, aucune justification pour légaliser l'avortement n'est adéquate. Dans le débat sur l'avortement, tout le monde admet qu'un fœtus est tué à travers cette procédure. Mais qu'est-ce qu'un fœtus? S'il ne s'agit que d'un amas de cellules, alors avorter n'est pas plus immoral que de se faire couper les ongles ou d'aller se faire arracher les dents chez le dentiste. Si le fœtus n'est pas un être humain, alors l'avortement doit rester légal. Aucun problème. En revanche, si le fœtus est un être humain et que tous les êtres humains ont un droit à la vie, alors l'avortement est clairement immoral et je pense que nous avons de bonnes raisons de penser qu'il faut l'interdire. Alors, pour rappel, hein, qu'est-ce qu'un avortement? La définition que j'utilise de l'avortement dans cette présentation, c'est l'acte qui consiste à tuer directement et volontairement un fœtus ou un embryon humain en vue de mettre fin à une grossesse. Et même les défenseurs sérieux de la position pro-choix ou pro-avortement admettent que cette définition est vraie. Par exemple, les professeurs de philosophie Nathan Nobis et Christina Grobe, qui pensent que l'avortement doit rester légal jusqu'à la naissance, admettent, dans leur livre Thinking Critically About Abortion, ils nous disent un avortement consiste à tuer intentionnellement un fœtus pour mettre fin à une grossesse. Donc cette définition n'est pas contestée. Alors moi, mon argument central contre l'avortement, ça va être le suivant. Prémisse 1, il est immoral et il devrait être illégal de tuer directement et volontairement un être humain innocent. Prémisse 2, or l'avortement tue directement et volontairement un être humain innocent. Conclusion, donc l'avortement est immoral et devrait être illégal. La conclusion s'ensuit logiquement et nécessairement des prémices, donc il faut examiner chacune des prémices une par une. Alors, la prémisse 1 qui affirme qu'il est immoral et il devrait être illégal de tuer directement et volontairement un être humain innocent, cette prémisse me semble évidente et je dirais qu'elle est directement fondée sur la notion de dignité humaine. Et là-dessus, on peut s'appuyer sur la Déclaration universelle des droits de l'homme des Nations Unies de 1948, qui rappelle bien que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde. Donc vous n'avez pas besoin d'être religieux ou d'être chrétien pour accepter cette prémisse. Il vous suffit juste d'adhérer aux droits de l'homme.
En ce sens, même un humaniste athée devrait admettre qu'il est immoral de tuer intentionnellement un être humain innocent. Alors, pour rappel, ici, j'utilise le mot innocent comme étant équivalent à la définition qui n'a commis aucun crime. J'ajoute innocent parce que je laisse ouvert le débat sur la peine de mort pour les criminels, c'est pas le sujet ici, mais que vous soyez pour ou contre la peine de mort, tout le monde est d'accord dans ce débat-là pour dire que les innocents ne méritent pas d'être mis à mort. C'est pour ça que j'ai ajouté ce mot. Alors, la prémisse 2 de mon argument, c'est que l'avortement tue directement et volontairement un être humain innocent. Et ça, c'est une prémisse qui est de nature scientifique, comme je vais vous le montrer. Ici, j'utilise la définition du mot être humain dans le sens biologique, c'est-à-dire un organisme membre de l'espèce Homo sapiens. Et donc, d'après cette définition, le fait qu'un fœtus ou un embryon soit un être humain est tout simplement un fait biologique. Ouvrez n'importe quel manuel d'embryologie en médecine et vous verrez que tous les scientifiques sont unanimes pour dire qu'à partir du moment de la fécondation, un organisme humain indépendant est créé dans le corps de sa mère avec un patrimoine génétique qui lui est propre. Ainsi, au moment de la formation du zygote, il existe un organisme humain individuel qui possède la totalité de son ADN. Dès la fécondation, vous pouvez en théorie connaître de façon très précise ce à quoi ressemblera cet être humain en question, donc la couleur des yeux, des cheveux, etc., l'ensemble des caractéristiques phénotypiques. Et donc, pour montrer que l'embryon est un être humain biologiquement, il suffit de montrer trois choses. Premièrement, l'embryon est vivant. Deuxièmement, il est de nature humaine. Et troisièmement, c'est un organisme distinct. Alors, pour montrer que l'embryon est vivant, c'est assez facile. Les scientifiques sont d'accord pour dire que si une chose grandit par reproduction cellulaire et qu'elle convertit les aliments en énergie, alors cette chose-là est vivante. Et c'est bien le cas de l'embryon qui grandit par reproduction cellulaire. D'ailleurs, si l'embryon n'était pas vivant, il n'y aurait pas besoin d'avoir recours à l'avortement pour le tuer. Donc si l'embryon peut être tué par l'avortement, c'est justement qu'il a été vivant auparavant, parce qu'on ne peut pas tuer quelque chose qui n'a jamais été vivant. L'embryon est aussi de nature humaine parce que la procréation entre deux êtres humains ne peut que résulter de la production d'un membre de l'espèce humaine, et l'embryon possède l'intégralité du code, d'un code génétique qui est 100% humain dès le début. Il n'y a aucun doute là-dessus, tous les scientifiques sont unanimes sur le sujet. Enfin, troisièmement, l'embryon est un organisme distinct du corps de sa mère. Et donc, si l'embryon était juste une partie du corps de sa mère, comme le disent certains, alors il y en aurait des conséquences absurdes. On aurait une mère enceinte qui aurait quatre bras, quatre jambes, deux cœurs, deux types d'empreintes digitales distinctes, deux cerveaux et dans 50% du temps, un pénis. Donc voilà, l'embryon n'est pas une partie du corps de sa mère. Il faut bien ne pas confondre le fait d'être dans quelqu'un et le fait de faire partie de quelqu'un. Une bouteille que je mets dans un frigo n'est pas une partie du frigo, bien qu'elle réside à l'intérieur du frigo. Et donc, ainsi, le fait que le fœtus habite dans le corps de sa mère n'implique pas qu'il fasse partie du corps de sa mère. Ça, c'est très important de le comprendre. C'est bien un organisme distinct. On peut confirmer que l'embryon est un être humain, tout simplement, voilà, comme je disais tout à l'heure, en lisant les manuels d'embryologie eux-mêmes. Donc, il suffit d'ouvrir, par exemple, Embryologie humaine et tératologie, qui nous dit, bien que la vie soit un processus continu, la fécondation est un point de repère critique, car dans des circonstances ordinaires, un nouvel organisme humain génétiquement distinct se forme lorsque les chromosomes des pronoyaux mâles et femelles se mélangent dans l'ovocyte. On peut lire aussi dans d'autres manuels d'embryologie, un zygote est le début d'un nouvel être humain, c'est-à-dire un embryon. Le développement humain commence à la fécondation, etc., etc., et il marque le début de chacun de nous en tant qu'individu unique. Je cite un dernier manuel d'embryologie qui affirme que le terme de conception fait référence à l'union des éléments pronucléaires masculins et féminins de la procréation à partir desquels un nouvel être humain se développe. Et ce manuel ajoute, le zygote ainsi formé représente le début d'une nouvelle vie. Donc il y a vraiment un consensus académique écrasant sur le sujet. Et le consensus est tellement écrasant que le comité judiciaire du Sénat américain avait été obligé de conclure, les médecins, les biologistes et autres scientifiques sont d'accord pour dire que la conception est le début de la vie d'un nouvel être humain, un être vivant, membre de l'espèce humaine. Il y a un consensus écrasant sur ce point dans d'innombrables écrits médicaux, biologiques et scientifiques. Et donc, même les philosophes pro-avortement l'admettent. Ceux qui défendent l'avortement au niveau académique, au niveau universitaire, ils admettent tout ce fait. Donc, par exemple, David Boonin, qui est un des meilleurs philosophes pro-choix, reconnaît dans son livre A Defense of Abortion, il nous dit peut-être que la relation la plus simple entre vous ou moi d'une part et chaque fœtus humain depuis la conception d'autre part
est la suivante. Tous sont des membres vivants de la même espèce Homo sapiens. Un fœtus humain est simplement un être humain à un stade très précoce de son développement. Et Peter Singer, qui est l'un des philosophes pro-choix les plus connus sur la scène internationale, a lui au moins l'honnêteté intellectuelle de reconnaître que l'embryon est un être humain. Il affirme: il est possible de donner un sens précis au mot être humain. Nous pouvons l'utiliser comme équivalent à membre de l'espèce Homo sapiens. Qu'un être soit membre d'une espèce donnée est quelque chose qui peut être déterminé scientifiquement par un examen de la nature des chromosomes dans les cellules des organismes vivants. En ce sens, il ne fait aucun doute que dès les premiers instants de son existence, un embryon conçu à partir de spermatozoïdes et d'ovules humains est un être humain. Donc, comme vous pouvez le constater, Peter Singer ne parle pas d'une vie humaine potentielle. Biologiquement parlant, l'avortement n'a rien à voir avec le fait de tuer une vie humaine potentielle. Chaque avortement, à chaque moment de la grossesse, met fin à la vie d'un être humain. Mais Singer considère que le fait d'être un être humain n'est pas suffisant pour avoir un droit à la vie. Il affirme: oui, on peut le dire, le fœtus est un être humain vivant, mais cela seul ne suffit pas à montrer qu'il est mal de mettre fin à sa vie. Et Singer propose d'autres critères derrière, mais il admet que c'est un être humain. Donc, comme vous pouvez le constater, les défenseurs sérieux du droit à l'avortement, qui sont un minimum renseignés et cultivés en matière de science, n'ont aucun problème à admettre que l'embryon et le fœtus sont des êtres humains. Il n'y a aucun désaccord là-dessus dans le débat académique sur le sujet de l'avortement. Et donc, en conséquence, l'affirmation «l'avortement tue directement et volontairement un être humain innocent» est validée par la science et reconnue par les meilleurs défenseurs de la position pro-choix. Ce fait est donc incontestable. Alors, je vais exposer ici quelques photos d'avortement. Donc, évidemment, les âmes sensibles peuvent s'abstenir et fermer les yeux, ne pas regarder. Mais en revanche, j'invite les pro-choix à regarder ces photos pour voir la réalité de ce qu'ils défendent. Certains veulent interdire les photos de bébés avortés dans le débat sur l'avortement. Or, faire cela serait aussi stupide que d'interdire les photos de poumons noircis dans un débat sur la cigarette, ou encore d'interdire les photos d'animaux exploités et abusés dans un débat sur les droits des animaux. Dans tous les cas, dès qu'on veut cacher les photos aux gens, on cherche à leur cacher la réalité. Et donc, si vous êtes pro-choix et que vous cherchez honnêtement la vérité, je vous invite à regarder ces photos en face. Donc, au début, les premiers avortements sont les avortements médicamenteux qui ont lieu jusqu'à la 7e semaine de grossesse. Donc, ça se passe par pilule, on ingère RU486 et l'embryon se détache. Et voilà. Et donc, ça ressemble, voilà à quoi ressemble un avortement à 6 semaines. À cette semaine, l'embryon ressemble à ceci. Et à partir de la 7e, 8e semaine, on commence par utiliser la méthode par aspiration. Donc, le médecin va mettre un aspirateur ultra puissant dans l'utérus de la maman pour aspirer le fœtus membre par membre. Euh, et donc, voilà, il va être complètement déchiré et aspiré dans la machine, ce qui génère voilà, une purée sanguinolente de membres qui sont répartis. Donc, 8e semaine, vous voyez un peu la taille, 11 semaines, 12 semaines, 13 semaines. Et à partir de la 13e semaine, on commence à changer de méthode et les avorteurs utilisent ce qu'on appelle la méthode par dilatation-extraction, où l'avorteur va retirer membre par membre voilà, les membres du bébé parce que maintenant il est devenu trop dur pour être aspiré dans l'aspirateur de la méthode précédente. Et donc il faut le retirer membre par membre et finir par écraser la tête. Et donc voilà, un avortement à 14 semaines, 15 semaines, 16 semaines, 18, 21, 22, 24 semaines. Je ne vais pas aller plus loin parce que ça devient encore plus gore. Mais bref, l'avortement tue directement le fœtus. Ce n'est pas quelque chose qui est contestable. Même le philosophe pro-choix Jeff McMahon le reconnaît sans problème. Il nous dit: les méthodes standards utilisées pour provoquer des avortements impliquent clairement le fait de tuer le fœtus. Le fœtus meurt soit en étant démembré, soit en étant empoisonné. Et donc le bilan, pour résumer, hein, ce qu'on a montré jusqu'à maintenant, c'est que le fœtus est un être humain innocent et que toutes les méthodes d'avortement tuent directement et volontairement le fœtus. Et par conséquent, il s'ensuit logiquement et nécessairement que l'avortement tue directement et volontairement un être humain innocent. Et donc, étant donné que cette prémisse n'est pas soumise à la controverse en matière scientifique, mon adversaire sera obligé de rejeter la prémisse morale de mon argument afin d'éviter la conclusion que l'avortement est immoral.
Il doit donc soutenir qu'il n'est pas toujours immoral de tuer directement et volontairement un être humain innocent. Alors, qu'est-ce qu'il doit faire justement? Eh bien, il devra nous expliquer pourquoi il est en désaccord avec cette position inclusive et égalitaire que je viens de présenter envers le droit à la vie de tous les êtres humains. Il devra alors trouver des traits caractéristiques spécifiques qui feraient que l'être humain prénatal aurait moins de valeur qu'un être humain déjà né, au moins jusqu'à un certain stade de la grossesse. Et il devra donner un ou des critères précis pour justifier que l'on puisse ôter le droit à la vie à certains êtres humains. Et donc moi je dirais que voilà, il ne faut pas discriminer l'enfant à naître pour des critères qui sont arbitraires. Donc les seules différences qui existent entre vous, moi et l'être humain prénatal sont, premièrement, la taille, deuxièmement, l'environnement, troisièmement, le degré de dépendance, quatrièmement, le niveau de développement. Et moi, ma position, c'est de dire qu'aucune de ces quatre différences ne justifie le fait que l'on puisse discriminer l'être humain prénatal de son droit à la vie. Autrement dit, son statut moral reste le même que le nôtre, malgré ces différences. Et donc la question philosophique majeure à laquelle devra répondre mon adversaire s'il veut contester le droit à la vie du fœtus est: quelles sont les conditions nécessaires et suffisantes pour avoir un droit à la vie? Et pourquoi enlever à certains membres de l'espèce humaine leur droit à la vie? Sur quels critères discriminatoires pouvez-vous vous fonder? Et donc je dirais que tant qu'il n'a pas réussi à faire cela, la position anti-avortement restera vainqueur par défaut. En effet, tant que nous n'avons pas de bonnes raisons de discriminer certains membres de nos frères en humanité de leur droit à la vie, nous devons considérer qu'ils en ont un par défaut. Voilà, merci de votre écoute. Et- Excellent. Merci beaucoup pour cette présentation, hein. Félicitations pour le temps. Il reste encore 30 secondes. On C'est dirait beau. que c'était compté à la seconde près, mais encore. Mais félicitations. On va pouvoir écouter maintenant Ergotisme. Hop. Ok. Donc, du coup, j'ai préparé moi aussi des slides en réponse aux tiennes, notamment sur toutes tes vidéos YouTube. Donc, du coup, ta position que je vais résumer, que tu as redit toi-même dans tes slides, je vais pas insister là-dessus. Il y a donc la thèse que l'avortement est immoral. Donc du coup, moi je dirais qu'il y a aussi deux thèses implicites que Mathieu, finalement pas si implicite que ça, a donné assez vite. C'est que du coup, les positions pro-choix, enfin, il pose sur une chaîne qui s'appelle beaucoup La raison est pro-vie. Je ne sais pas si c'est la sienne ou pas. C'est aussi le titre de pas mal de ses présentations. C'est aussi, il me semble, un chapitre de ton dernier livre ou d'un livre futur, j'ai un doute. Mais donc du coup, il y a la position quand même qu'une position pro-choix serait irrationnelle. Donc, ou en tout cas, je m'attends à ce que du coup tu attaques ma position pro-choix et qu'il n'y a pas besoin d'arguments religieux pour attaquer cette position. Donc concrètement, voilà, c'est que je m'attends à ce qu'on évite les arguments de type le fœtus a une âme et donc du coup, il faut le conserver. Par rapport à l'argument de Mathieu, en réalité, ce qui fait un être humain, c'est une question qui est très compliquée. C'est pas une question qu'on retrouve dans les manuels d'embryologie, c'est une question qu'on trouve dans les bouquins de philo ou dans des articles liés à la philosophie, voire même liés à la métaphysique dans certains cas. Et j'invite tout le monde à faire des recherches un peu sur est-ce qu'un zygote est un être humain, et vous verrez tous que c'est une question beaucoup plus complexe que ça, de la même manière que la Déclaration des droits de l'homme. Si on devait inférer à droit légal au fœtus, je pense que n'importe quel expert légaliste l'aurait fait, et que je pense qu'on a des définitions d'être humain qui peuvent varier selon les contextes, et que dans le contexte de la Déclaration des droits de l'homme n'inclut pas le fœtus selon moi. Et une autre manière de faire, c'est comme a fait Peter Singer dans la citation que Mathieu a utilisée, c'est de dire ok, j'accepte la définition d'être humain, mais je considère que être un être humain n'est pas suffisant pour être doté de valeur morale. Donc pour moi, les deux prémices sont en réalité attaquables. Et donc du coup, parfois, je vais substituer au cours de ces slides et peut-être dans le débat, je pense qu'on va devoir jongler entre ce qui définit être un être humain et ce qui définit la valeur morale. Je pense que dans l'idéal, parler de valeur morale, ça permettra de clarifier le débat parce qu'on ne sera pas forcément d'accord sur ce qui définit un être humain et qu'on devrait gagner en clarté comme ça. Mais voilà. En tout cas, pour le côté être humain, donc le zygote. Le zygote, donc pour information, donc c'est la première cellule quand le spermatozoïde rencontre l'ovule. Et je contesterai sans problème que le zygote est un être humain.
pas sur des arguments d'embryologie, mais plutôt sur des problèmes métaphysiques. Donc déjà, sur l'unicité du zygote, le problème, c'est que, imaginons que le zygote est une personne, que je vais appeler Paul, et que ce zygote, ensuite, il est capable de devenir deux zygotes, donc on appelle ça des jumeaux monozygotes. Et donc, du coup, dans ce cas-là, Paul, bon courage pour dire où est Paul. Et donc, soit on a le choix entre dire que Paul est mort et deux autres êtres humains ont été créés. Ce qui serait un peu étrange dans le sens où personne, quand on annonce qu'il y a des jumeaux, personne ne pleure la mort d'un être humain. Donc, ça paraît assez étrange comme conception. Ou alors, il y a aussi la conception possible que les deux, le zygote, l'être unicellulaire, en réalité, abritait deux êtres humains. Ce qui demande des conceptions métaphysiques un peu particulières, ce qui est possible, mais c'est des conceptions particulières où deux personnes peuvent occuper le même espace. Ce qui est possible, mais ça demande des arguments métaphysiques, on est loin de l'embryologie. Et de la même manière, donc il y a aussi le même problème des chimères, donc c'est un truc que j'ai découvert d'ailleurs en préparant ce débat, mais que des zygotes peuvent fusionner. On peut avoir des fusions partielles, et on peut avoir des individus qui partagent deux codes génétiques. Donc, est-ce que ça veut dire qu'il y a deux personnes? Encore une fois, est-ce qu'il y a deux personnes? Est-ce qu'il y a une personne qui est décédée, sachant que son patrimoine génétique perdure? Est-ce que c'est encore une vie humaine? Bref. Et donc, du coup, les mêmes questions se reposent. Et il y a le problème du placenta, qui est qu'en fait, le zygote ne se développe pas uniquement en un bébé, mais il se développe aussi en placenta, il se développe aussi en liquide amniotique. Et donc, du coup, ça nous mènerait à la conclusion que Mathieu et moi-même, nous ne sommes pas des humains, mais nous ne sommes qu'une partie d'humain. Parce que si le zygote est un humain, et ça veut dire que c'est le bébé, plus son placenta, plus le sac amniotique, plus tout ce que le zygote devient, qui est l'être humain. Et donc, du coup, l'embryon lui-même ne le serait pas, le fœtus ne le serait pas, et même nous, on serait une espèce de morceau d'humain qui arriverait au bout du processus, ce qui paraît être aussi une conception compliquée, et même avec de la métaphysique, je vois difficilement comment sauver ça sans ramener des arguments religieux. Et le deuxième point, c'est que si on voit la vie humaine comme étant une propriété qui donne à un être sa valeur morale, on doit avoir une symétrie entre la disparition de cette propriété et son apparition. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand ça commence... Alors, juste avant de finir ça, je reviens un petit peu en arrière. C'est que du coup, si on veut regarder un âge minimal pour l'embryon ou le fœtus, on doit du coup regarder au moment où le placenta se sépare de ce qui va devenir l'embryon, ce qu'ils appellent la masse interne du cytoblaste de mémoire. Un petit doute là-dessus. Mais bref, du coup, on serait obligé d'attendre l'implantation, ce qui ne change pas grand-chose du point de vue anti-avortement, parce que ce serait le début de la vie humaine au bout d'uniquement quelques jours. Mais ça autoriserait le plan B. Donc, ça, à la limite, ce serait toujours ça de prix. Si on cherche vraiment une distinction entre l'humain et entre ce qui va vraiment devenir, le fait que ce qui va devenir humain soit unique. Et donc, du coup, pour revenir sur cette histoire de symétrie entre la vie humaine et son début, si on voit ça comme une propriété qui donne de la valeur morale, si gagner cette propriété nous donne de la valeur morale, alors perdre cette propriété doit aussi nous faire perdre cette valeur morale. Donc, et donc, du coup, là, j'ai posé un syllogisme, mais on verra, du coup, si Mathieu rejette ou accepte cet argument sur la symétrie des propriétés. Et donc, des symétries possibles, il y en a plusieurs. D'ailleurs, on voit dans la conception religieuse originale, il y a une symétrie. C'est le moment où l'âme est insufflée au corps et le moment où l'âme quitte le corps. Dès que l'âme quitte le corps, l'être humain en soi n'a plus vraiment de valeur morale en soi, et on ne peut plus commettre un meurtre dessus. De la même manière qu'il y a d'autres conceptions possibles, il y a le moment où on dit qu'un individu n'est plus un être humain, le moment où qu'il n'a plus de valeur morale, le moment où le système nerveux, cardiovasculaire et respiratoire cesse de fonctionner. Et donc, du coup, la symétrie pour le fœtus, ce serait de dire au moment où ces systèmes commencent à fonctionner. Donc, on est à peu près 5-6 semaines pour les premiers battements de cœur, et à peu près pareil pour les autres. Et moi, la symétrie que je défends, c'est que je dirais, pour dire qu'un être humain cesse d'avoir de la valeur morale,
on peut aller encore plus loin en disant que dès qu'on n'a plus les conditions nécessaires à la sentience, l'être humain n'a plus de valeur morale ou on n'a plus affaire à un être humain. Ça dépend du vocabulaire. Et donc, en gros, concrètement, donc la sentience, pour ceux qui savent pas, c'est la capacité à avoir des expériences subjectives. Pardon. Et donc, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, par exemple, un individu en état de mort cérébrale, même si son cœur continue à battre pendant une durée qui, en général, est courte en pratique, mais en principe, même si on avait un individu qui se maintenait en vie longtemps, mais sans les conditions nécessaires à la sentience, alors pour moi, on peut débrancher cet individu, on n'a plus d'obligation morale à lui apporter des ressources pour qu'il se maintienne en vie. Et donc du coup, inversement, si on regarde le début de la valeur morale pour un fœtus, on arrive à partir de 18 semaines. 18 semaines, donc j'ai mis un tableau avec différentes sources. En réalité, il y a un débat sur le sujet, c'est pas quelque chose où il y a un consensus. Donc j'en ai cité quelques-unes. Donc là, de 18 à 25, certains montent jusqu'à 35 semaines. J'ai pris l'hypothèse la plus conservatrice en restant sur 18, et on peut constater que la France, entre ses 12 ou 14 semaines, est encore bien plus conservatrice que ma position. Et donc, du coup, pour conclure, donc moi je dirais pour éviter la sémantique autour de ce qui est un être humain, du coup j'ai placé, j'ai utilisé le vocabulaire de parler de valeur morale plutôt. Et donc, je dirais qu'un être n'a pas de valeur morale s'il n'a pas les conditions nécessaires à la sentience. Un fœtus n'a pas les conditions nécessaires à la sentience les 18 premières semaines. Il n'a donc pas de valeur morale les 18 premières semaines. Donc, j'attends du coup de Mathieu de challenger ça. Et que je trouve la position de Mathieu difficilement tenable avec des arguments uniquement non religieux, notamment donc, l'histoire que j'ai avancée sur les zygotes, ce qui le ferait autoriser au moins le plan B. Et que le principe de symétrie, avec un début à la conception qui n'implique pas l'âme, j'ai du mal à imaginer un tel principe, et je crois que le zoom a coupé. Tu peux me dire la dernière phrase sur laquelle je me suis arrêté? Tu t'étais arrêté à position métaphysique difficilement tenable. Ouais, voilà. Donc, comme j'ai pu le dire dans le cas des zygotes, notamment la superposition de deux individus. Les arguments religieux sauvent un peu ça, mais sans arguments religieux, je trouve ça compliqué. Le principe de symétrie s'applique assez mal. Si on est sur une vie à la conception, est-ce que du coup, à quel moment faudrait regarder quand est-ce que la vie humaine s'arrête? Il me semble que la seule symétrie possible, ce serait de dire quand chacune des cellules du corps humain sont mortes. Donc plusieurs heures après la conception de la mort dite classique. Et pour moi, répond difficilement à certains dilemmes éthiques, mais ça que je garde pour l'échange pour plus tard. Et donc pour ceux que ça intéresse et qui voudront récupérer le PDF, j'ai mis en lien quelques sources, notamment sur l'histoire du zygote. Et voilà. Alors merci beaucoup pour ta présentation. On va passer à la deuxième partie de notre débat aujourd'hui, qui est la réponse à la présentation de chacun. On va commencer donc bien sûr par Mathieu, qui pourra répondre à la présentation d'Ergotisme. Vous avez 7 minutes. Toi, tu as été plus efficace à Ergotisme, mais tu as resté encore 2 minutes, 3 minutes même dans ton... Et c'est bon, c'est très bien. L'important, c'est qu'on ne dépasse pas de ce temps-là. Ce qui fait quelque chose de très bon par la suite. Je vais mettre les 7 minutes de réponse aux arguments présentés par chacun, puis donner la parole à Mathieu. Alors, oui, merci Excellent. pour cette présentation. Donc, déjà, je voulais répondre. Tu disais que la notion d'être humain n'était pas tranchée scientifiquement. Ben, moi, quand je vois tous les manuels d'embryologie que j'ai cités et le consensus même des philosophes pro-avortement comme Peter Singer et David Bonin, qui reconnaissent catégoriquement que l'embryon est un être humain au sens où je l'ai défini, c'est-à-dire un membre de l'espèce Homo sapiens, enfin, clairement, je pense avoir montré dans ma présentation qu'il n'y avait pas de débat là-dessus au niveau académique. J'ai jamais pu trouver un manuel d'embryologie qui disait le contraire, que l'embryon n'était pas un être humain. Donc, contrairement à ce que tu as affirmé, je pense que c'est une question qui a été tranchée par la biologie. Je répondrai à tes objections sur le zygote et l'objection des jumeaux tout à l'heure. Là, j'aimerais répondre à ton argument central, qui est le suivant. Donc,
Donc, ton argument, c'était que on peut discriminer l'être humain prénatal de son droit à la vie parce que, donc prémisse 1, tu as dit un être humain n'a pas de valeur morale s'il n'a pas les conditions nécessaires à la sentience. Or, un fœtus n'a pas les conditions nécessaires à la sentience avant les 18 premières semaines de grossesse, et donc un fœtus n'a pas de valeur morale avant les 18 premières semaines de grossesse. Ce qui implique, soit dit en passant, que le fœtus à droite de l'écran, qui est à 17 semaines, n'a pas de statut moral. Un gros Donc, oui. je dirais que ma réponse à ton argument, c'est que les deux prémices sont fausses. Que premièrement, un fœtus a les conditions nécessaires à la sentience avant les 18 premières semaines de grossesse. Et deuxièmement, que la sentience n'est pas une condition nécessaire à la valeur morale d'un être. Donc, la définition de la sentience au sens large, c'est la capacité à percevoir par les sens. Donc, on peut comprendre la sentience sous deux aspects. Premièrement, c'est la capacité à réagir aux stimuli, ou alors on peut comprendre la sentience comme la capacité à ressentir de la douleur. Étant donné que la capacité à réagir aux stimuli est présente dès la 6e semaine de grossesse voilà, chez l'embryon, je suppose que toi, ergotisme, tu fais référence à la capacité à ressentir de la douleur. En réalité, contrairement à ce que tu affirmes, il semble que la capacité là-dessus, je me fonde sur une étude qui a été faite en 2019 par deux scientifiques qui ont publié un article académique dans le Journal of Medical Ethics qui défendent que le fœtus commence à ressentir de la douleur à partir de la 13e semaine. Donc, il est sentient dès la 13e semaine. Alors, c'est impossible d'accuser cette étude d'avoir un biais pro-vie mal intentionné, puisque l'un des deux auteurs de cette étude est le professeur Stuart Derbyshire, qui se revendique lui-même pro-choix. Il est favorable à l'avortement. Il a travaillé. Bon, je ne vais pas tout lire, mais en gros, l'idée, c'est que il est maintenant clair que le consensus des soi-disant 18 ou 20 semaines d'avant n'était plus tenable et que les preuves neuroscientifiques actuelles montrent que même si le cortex est jugé nécessaire à l'expérience de la douleur, il existe maintenant de bonnes preuves que les projections thalamiques dans la sous-plaque qui émergent vers 12 semaines de gestation sont fonctionnelles, etc. Et donc, il conclut à la fin qu'il y a une expérience de douleur immédiate et il réfléchit à partir de la 12 semaine de grossesse. Et donc, bah, ça veut dire qu'il est probable que le fœtus perçoive la douleur dès la 13e semaine de grossesse. Et ça, c'est significatif parce que, il y a voilà, 5,6 millions d'avortements dans le monde qui sont pratiqués après 13 semaines. Et alors, les auteurs sont bien conscients de l'importance de ces résultats du point de vue éthique, mais au lieu de conclure que l'avortement est immoral, ils suggèrent d'anesthésier les bébés avant de les tuer par avortement, donc après 13 semaines. Bref, donc ça c'était pour ton premier critère. Je pense qu'il y a une erreur sur les 18 semaines, mais admettons, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est comme tu sembles le suggérer. Est-ce que l'absence de sentience implique l'absence de statut moral? Alors je dirais non, la capacité à ressentir la douleur n'est ni un critère nécessaire, ni un critère suffisant pour avoir un statut moral comme le nôtre. La capacité à ressentir la douleur n'est pas une condition suffisante pour être une personne, car les animaux, les cochons, les rats, les pigeons sont capables de ressentir la douleur, mais ce ne sont pas des personnes. Et de même, la capacité à ressentir la douleur n'est pas une condition nécessaire pour être une personne, car il existe des êtres humains adultes atteints d'insensibilité congénitale qui sont incapables de ressentir la douleur. Pourtant, il ne fait aucun doute que ces individus-là sont bien des personnes. Et donc, je dirais de plus que les êtres humains diffèrent eux aussi en degré de sentience. Certains êtres humains sont beaucoup plus aptes à résister à la douleur que d'autres. Est-ce que cela signifie que l'on peut hiérarchiser les êtres humains en fonction de leur capacité à ressentir des choses? Bien sûr que non, cela serait parfaitement contraire aux droits de l'homme. Et donc, je dirais qu'un adulte atteint d'insensibilité congénitale ou un adulte qui est dans un coma réversible a tout autant de valeur que quelqu'un qui est en bonne santé, même s'ils n'ont pas les mêmes degrés de sentience. Par conséquent, le critère de sentience échoue. Il n'est, à mon avis, ni nécessaire ni suffisant pour fonder la valeur et la dignité humaine. Et donc, l'argument central que tu proposes me semble être faux. Et je pense que tu as échoué à proposer un critère non arbitraire pour discriminer l'être humain prénatal de son droit à la vie. J'aimerais aussi répondre à l'objection des jumeaux que tu as proposé. Tu dis que, en gros, voilà, pendant les 2 premières semaines, le zygote, il peut encore se diviser et créer des jumeaux. Et donc, ça sous-entend que voilà, la vie humaine ne commencerait pas dès la conception. Je dirais que le fait qu'un être vivant puisse se décupler n'implique pas qu'il n'y avait pas d'être vivant unifié auparavant, parce que l'individuation n'implique pas l'indivisibilité.
de manière générale, le fait que l'on puisse diviser un être en deux n'implique pas qu'il y avait une absence d'individus avant cette division. On peut prendre ici l'exemple des amibes, qui sont des organismes distincts, bien qu'ils soient capables de se diviser. Ce qui arrive de leur division est un sujet débattu parmi les spécialistes, mais personne ne doute qu'il y avait bien un organisme distinct précédant cette division. Et donc, dans le cas de jumeaux monozygotes, les embryologistes, enfin un bon nombre d'entre eux, pensent que les deux organismes partageaient le même corps cellulaire avant que l'un se sépare de l'autre. On peut alors tout à fait soutenir qu'au moment de la division, une nouvelle personne humaine commence d'exister. Nous avons alors affaire à une forme de reproduction asexuée où l'un des deux jumeaux est à l'origine du corps de l'autre. Et ça, c'est confirmé par le spécialiste Stephen Napier, qui, dans un de ses livres sur l'embryologie, affirme il est parfaitement cohérent avec nos connaissances empiriques d'interpréter le jumelage comme étant une forme de reproduction asexuée dans laquelle le zygote de départ donne naissance à un autre sans jamais disparaître. Donc voilà pour la réponse sur les jumeaux. Je vais m'arrêter là parce que j'ai plus de temps. Yes. Est-ce que tu peux rafficher les slides? Parce que moi, du coup, enfin, vu que j'avais pas vu les scènes en Excellent. avance, j'avais pas fait de slide de réponse à celle-là. Mais je pense que ça va être plus facile de répondre si tu les affiches une par une. Vas-y, commence par le début. Je veux que tu reviennes en arrière. D'accord. Alors, hop, tac, 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 tac. Ouais. Ok. Alors, sur l'ascension du fœtus, donc, percevoir par l'essence, ok, vas-y, ça je veux bien. Alors, là, je rejetterai le A et je rejetterai le B, enfin, je rejetterai le B. Non, je vais surtout rejeter le A en disant attention, en parlant de la capacité à réagir aux stimuli, parce que tapoter sur mon genou va me faire bouger la jambe, et que je sois décédé ou non. Et que du coup une réaction aux stimuli n'implique pas nécessairement de la sentience. Donc je pense qu'il faut se méfier de justement de quelque chose qui bouge. Et sur la capacité à ressentir la douleur, c'est pareil, attention, c'est quand même plus vaste que ça, la sentience. C'est vraiment sur la capacité à avoir des expériences subjectives, différentes aussi de la douleur. Donc, l'être que tu as donné en question, l'exemple que tu as donné en question, pour moi, c'est quelqu'un qui serait sentient. Après, notamment dans les arguments, donc dans les études, après, c'est les arguments empiriques. J'ai juste cherché pour voir à peu près dans quelle direction allait la science, mais je les maîtrise pas nécessairement à 100%. Mais en gros, l'explication qui est donnée, c'est que à 5-6 semaines, on commence à voir les différents organes qui commencent à se développer, mais que c'est quand tous ces organes commencent à se câbler ensemble pour que y ait le nocicepteur soit à la fois développé mais câblé au système nerveux qui lui-même va être câblé à l'hypothalamus et ainsi de suite pour traiter l'information. Et donc du coup, après, j'étais pas au courant de cette étude-là. Je pense que celle que j'ai trouvée, c'était quand même plus massivement au-delà des 25. Après, si jamais le consensus scientifique s'affinait et qu'on partait sur un consensus à la 13e semaine, je changerais ma position, évidemment, pour dire que avant 13 semaines, le fœtus n'a pas de valeur morale. Ce qui en soi change pas, ça affaiblit un peu ma position, mais pas tant que ça. Surtout que la France, surtout que ce serait pas si loin de ce qu'autorise la législation française. Donc ça changerait pas grand-chose. Après, ce serait plutôt à voir selon le contenu de l'étude. Et il y aurait peut-être une méta-analyse à faire, une systematic review pour condenser tout ça et vraiment avoir un consensus sur le sujet. Mais je suis prêt à accepter que la vraie date soit la 13e semaine. En soi, ça ne changerait pas grand-chose à mon argument. Et donc, vas-y, je te laisse scroller. C'est à celui d'après. Enfin, tu me dis, je te laisse m'interrompre si tu considères qu'une de mes réponses répond pas à ce que tu as marqué. Hein. Qu'on aille un peu plus, qu'on soit un peu plus dans l'interaction. En fait, oui, bah, je pense que ça aurait été bien de définir rigoureusement ce que tu entendais par sentience dans ta présentation initiale, parce que moi, du coup, je l'ai compris comme, dans son sens traditionnel, percevoir par les sens. Et donc, enfin, au moins, on sera d'accord, je pense que la capacité à ressentir la douleur, ça implique la sentience, parce que Oui, c'est une expérience subjective. c'est un très bon proxy pour juger de si un être est sentient ou pas. C'est que dans 99% des cas, ça marche. Et donc voilà. Du coup, l'argument que les cochons, les rats et les pigeons sont capables de sentir la douleur, mais ne sont pas des personnes,
Le côté, si ce sont des personnes ou non, c'est pareil, c'est un débat sémantique sur ce qu'est une personne. Et ce serait pas intéressant si je greffe la sentience dans le fait d'être une personne ou d'être un individu. Mais je dirais clairement que les êtres sentients, animaux compris, ont aussi de la valeur morale. C'est pas un... Je pense pas que ce soit nécessaire à mon argument, dans le sens où il y a des gens qui défendent une position très proche de la mienne, mais qui ne sont pas spécialement véganes ou autres, et qui du coup vont défendre l'idée que c'est surtout la sentience humaine qui est importante. Et donc, du coup, ils auraient sûrement précisé le syllogisme avec parler de la sentience humaine. Mais je considère que le véganisme en Occident, et là où c'est possible, c'est une obligation morale. Donc, je dirais que je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Donc, on n'est pas obligé de faire un débat sur le véganisme ce soir. Et Mais pour là-dessus, une du coup, prochaine tu fois, es pourquoi d'accord pas. avec Singer? Tu es Ah oui, d'accord bah, avec je suis Singer d'accord que avec Singer. de définir la personne, que le fait d'être un être humain, c'est pas une condition nécessaire pour être pour être une personne. Que, en gros, la définition de la personne, de l'être qui a un statut moral, elle se doit d'être neutre en matière d'appartenance génétique, en matière d'espèce. Et donc que tu es d'accord que le concept de personne ne doit pas présupposer forcément l'humanité. Ben, moi, du coup, j'aimerais éviter le terme personne et pas juste parler de valeur morale justement pour éviter ça. Ok. Je Donc, dirais selon toi, c'est quoi les conditions nécessaires et suffisantes pour avoir un statut moral, un droit à la vie inaliénable? la base de la base, c'est la sentience. Et effectivement, si t'as pas ça, il n'y a pas de valeur morale. Mais du coup, ça implique que les animaux comme les rats, les cochons, les pigeons ont un droit à la vie inaliénable et que ça Si serait un tu, meurtre au si tu, sens propre de les tuer. si tu rajoutes pas si tu rajoutes pas comment, ah merde. Si tu rajoutes pas de critères pour réserver ça à l'humanité, ce que quelqu'un peut faire, oui, je considérerais que les tuer est un meurtre. Je dirais pas Mais que du ce coup, serait un tu meurtre au même considères niveau que que tuer un être quelqu'un humain, mais ça resterait un meurtre. Mais pourquoi du coup? Parce que par exemple, un lion, il a plus de sentience qu'un nouveau-né. Il réagit beaucoup plus, il peut avoir des expériences subjectives largement supérieures à celui du nouveau-né humain. Et donc, selon toi, est-ce que tuer un lion, ça serait plus grave que tuer un nouveau-né humain, si on applique ton critère de la sentience? Non, parce que je dirais que moi, la sentience, c'est la base vraiment pour donner de la valeur, une valeur morale minimale, auquel après, derrière, on peut rajouter d'autres choses. Donc, je dirais que sur le critère de la sentience, oui, mais il y a le côté son potentiel futur ou autre importe aussi. Mais Mais du coup, c'est juste une fois qu'on a passé ce stade minimal, là, du coup, je vais regarder comment je hiérarchise les individus dans ce système. Et là, je vais me partir sur d'autres critères, mais c'est la base de la base. parce que moi, il me semble que si c'est la base de la base, ce fameux critère de la sentience, et déjà, tu es d'accord que la sentience, c'est pas quelque chose qui est binaire, ça vient en degrés. C'est-à-dire qu'un être peut être plus ou moins sentient. Et donc, par exemple, un lion, un chimpanzé va être plus sentient qu'un fœtus de 24 semaines ou même qu'un nouveau-né. Ouais. Un nouveau-né, il a pas, il est moins sentient, il a moins d'expérience subjective qu'un lion, qu'un dauphin, qu'un chimpanzé. Et donc, si on applique ce critère comme ayant une implication pour la valeur morale d'un être, on devrait, moi, logiquement en conclure, comme le fait Peter Singer d'ailleurs, que tuer un nouveau-né, ça serait moins grave que tuer un lion, un chimpanzé, un dauphin. Ça, Singer, il l'écrit dans ses livres, hein. Ouais, mais Donc, il je pousse serais pas son d'accord critère de la avec lui sentience là-dessus, de par manière contre. cohérente. J'aurais un Ouais, mais je désaccord pense qu'il est avec lui plus cohérent, là-dessus. c'est-à-dire qu'il pousse son critère jusqu'au bout, mais je vois pas comment tu Oui. peux éviter cette implication. Mais on n'est pas obligé, enfin, je pense pas que si on s'arrête avant, on crée une contradiction logique. Pour moi, il n'y a pas de Il me contradiction à de semble dire que... c'est ma base, c'est ma fondation pour Et pour ta donner le fondation, minimum de valeur morale. Mais après, derrière, on peut avoir d'autres critères de la même manière que je serais pas utilitariste comme Peter Singer. J'aurais d'autres. Tu vois, pas parce t'es on a un d'accord que ce point de critère, départ il qui est vient assez en degrés similaire, ou mais on a pas? des conclusions assez différentes sur pas mal de sujets. Ouais. Mais t'es d'accord que ce critère de la sentience, il vient en degrés, que c'est pas quelque chose de binaire, que tu peux être plus ou moins sentient? Je dirais que c'est le plus probable. Je dirais qu'effectivement, je pense que c'est le plus probable. J'aurais pas une certitude absolue dessus, mais je pense que c'est le cas.
Mais donc, du coup, si ça vient en degrés, ça veut dire que les êtres humains qui sont plus sentients ont une valeur morale supérieure à des êtres humains non sentients. Non, je pense Et pas. ça crée un problème parce que tu auras une inégalité des êtres humains après leur naissance. Je pense pas que Tu ce auras soit des la êtres humains qui conclusion auront un logique. statut moral supérieur à d'autres. Je pense pas que ce soit la conclusion logique. C'est-à-dire, si tu concèdes que, il y a une différence de degré dans la sentience, comme après la naissance, on a des êtres humains qui ont un degré de sentience plus élevé que d'autres, comme je prenais l'exemple des adultes atteints d'insensibilité congénitale ou des êtres humains adultes qui sont dans un coma réversible, qui ne peuvent pas ressentir de la douleur, des choses comme ça. Selon ton critère, ils auraient moins de valeur intrinsèque que des êtres humains normalement constitués comme toi et moi. Pas nécessairement, non. C'est après, encore une fois, ça n'empêche pas d'avoir d'autres critères. Si tu me dis toutes choses égales par ailleurs, par exemple, si tu imagines un être humain qui a la sentience d'un cochon, l'espérance de vie d'un cochon, qui aura toujours la sentience uniquement pas plus que celle d'un cochon, etc., que tu rajoutes des critères pour le rendre, à part dans l'apparence et dans l'ADN, égal à un cochon sur tout le reste, bah là, je vais te dire, oui, ces deux êtres ont la même valeur, et encore, j'aurais peut-être un réflexe spéciste sur les bords. Donc, en dernière instance, j'aurais peut-être un réflexe en disant, ben, l'espèce est différente, et que je ferais peut-être une différence. Après, pour les humains, attention, je pense qu'on a tous les mêmes, on est tous d'accord pour dire qu'il y a des êtres humains qui, selon certaines conditions, vont avoir des valeurs différentes. Si je pose aux gens la question de dire, bah, entre un enfant de 4 ans et une grand-mère atteinte d'Alzheimer qui a 90 ans, qui est-ce que vous sauvez? Si vous pouvez en sauver qu'un, je pense que la Oui, plupart des oui. gens vont dire, Qu'est-ce qui bah, vous sauve? l'enfant a Ouais, toute sa ouais, vie ouais. devant Ça, lui je, et... Ça, je suis d'accord, mais on réagirait tous pareil en en disant s'il faut sauver quelqu'un entre la grand-mère de 90 ans et l'enfant de 4 ans qui a encore plein d'avenir devant lui, évidemment qu'on sauvera l'enfant de 4 ans. C'est pas la question c'est est-ce que ces deux êtres humains ont la même dignité, est-ce qu'ils sont égaux, est-ce qu'ils sont égaux intrinsèquement? Est-ce qu'ils ont la même dignité, la même valeur de vie? Et je dirais que même si on serait amené à sauver l'un plutôt que l'autre, ça n'implique en rien que l'un a plus ou moins de dignité que l'autre. Je pense que si on est fidèle à la Déclaration des droits de l'homme de 1948, on doit affirmer que tous les êtres humains, au moins tous les êtres humains après leur naissance, sont égaux. C'est-à-dire que on a tous la même valeur intrinsèque. La vie d'un homme vaut la vie d'une femme, vaut la vie d'un noir, d'un arabe, d'un juif. Enfin, tu prends toutes les catégories d'êtres humains, toutes les races, toutes les différences. La Déclaration des droits de l'homme affirme que tous ces êtres humains-là sont égaux après leur naissance. Et moi, la question, c'est comment est-ce qu'on justifie cette égalité ontologique de tous les êtres humains après leur naissance, en valeur intrinsèque? Et moi, il me semble que la seule réponse à cette question, c'est que tu peux pas justifier leur égalité ontologique sans faire appel à leur nature humaine commune. Hum. Et si tu essayes de le fonder sur la sentience ou des trucs comme ça, tu vas avoir des êtres humains qui vont avoir plus de valeur intrinsèque que d'autres. Et c'est le fameux problème que je montrais là sur les adultes atteints d'insensibilité congénitale. Bah, selon ton critère, ils auraient moins de valeur intrinsèque que les autres. Je Ouais, mais c'est sais quoi la pas si tu vois ce que je veux différence dire. entre dire... parce que qu'est-ce qui m'empêche de dire la même chose en disant qu'ils ont la même valeur intrinsèque, mais que dans des dilemmes du tramway ou quand je peux en sauver qu'un, il y en a un que je vais sauver plutôt que l'autre. Parce que En qu'est-ce fait, la question du sauvetage, je pense que c'est indépendant de la question de la dignité humaine. Par exemple, tu vois, regarde, moi je pense que si j'ai un enfant, mon enfant, il aura autant de valeur que l'enfant de quelqu'un d'autre. Mais si je dois choisir entre sauver mon enfant et sauver deux autres enfants qui ne sont pas les miens d'un incendie, je vais choisir de sauver mon enfant parce qu'en tant que père, je suis Ouais. naturellement porté à sauver mon enfant. Mais ça ne veut pas dire que je considère que mon enfant a plus de dignité ou plus de valeur intrinsèque que les autres qui ne sont pas mes enfants. Donc la question de qui je vais sauver, c'est indépendant de la question de quelle est la valeur intrinsèque de cet être. Ouais, Tu vois ce que je veux dire? je pense que tu peux avoir tout ça tout en acceptant mon argument que ce qui n'est pas sentient n'a pas de valeur morale. Parce que quelque part, c'est ça mon argument. C'est pas tellement la valeur morale, c'est surtout le fait que ce qui n'est pas sentient n'a pas de valeur morale. Ça n'empêche pas après derrière de Oui, mais du parler coup, de la nature humaine qui fait que les expériences subjectives d'un être humain sont bien plus importantes que les expériences subjectives d'un cochon
que ce soit pour des critères subjectifs ou même si on essaye d'objectiver même si on fait référence à une nature humaine, donc je suis pas convaincu de l'existence, mais même en faisant référence à ça, Non, si ça tu change dis, pas l'argument de ouais. base qui est que bah, si c'est pas sentient, on s'en fiche. Donc là, si je te prends l'expérience de pensée suivante, imagine, tu as un adulte qui s'appelle Fred, qui prend un sérum euh, qui lui fait perdre toute sa sentience, toutes ses sensations pendant 9 mois. Et dans 9 mois, il va finir par se réveiller et il retrouvera l'ensemble de ses sens. Est-ce que tu considères que Fred perd son droit à la vie une fois qu'il ingère ce sérum ou pas? Non, je pense pas qu'il perde son droit à la vie, mais je pense pas que mon argument permet très bien de justifier qu'il faut maintenir en vie Fred. Parce que Attends, ton argument, c'était de dire que si l'être en question n'est pas sentient, alors il alors, n'a pas de statut moral, attention. alors il n'a pas un droit à la vie. Moi, je te prends l'exemple où Fred, il prend ce sérum, il n'est pas sentient, donc selon ton propre critère, il devrait perdre son droit à la vie de Ouais, mais facto. attention, dans mon argument, j'ai dit c'est les critères nécessaires à la sentience. Tout le substrat matériel qui est nécessaire à la sentience, il n'a pas disparu. C'est-à-dire le substrat matériel, Enfin, tout ce qui, tout c'est le fait de pouvoir être sentient Non, mais tu qui vois, c'est compte. que si mon PC il a du hardware, même quand je l'éteins, son hardware il est toujours présent, il a toujours les conditions nécessaires au fait d'être allumé, même quand il est éteint. De la même manière, un individu qui est dans le Oui, coma ou endormi ou sous anesthésie, il est aussi, il est en gros, aussi, ce que tu veux dire, si je il a comprends toujours bien les ta conditions position, nécessaires. c'est que même s'il ne l'exerce pas en acte, et même s'il n'exerce pas sa sentience en acte, il a la capacité interne de développer cette sentience à l'avenir. C'est bien ça que tu dis. Alors, je suis pas, ouais, je me méfie un peu des formulations avec la potentialité. Mais tu peux le voir comme, tu peux voir soit comme ça, soit tu peux le voir en disant tous les individus qui ont commencé, qui ont été au moins sentients une fois, ont de la valeur morale et ils cessent d'avoir de la morale quand ils ne seront plus jamais sentients. Mais pour éviter des problèmes de temporalité, en disant est-ce que le futur existe, le passé existe, blablabla. Du coup, je parle plutôt de conditions nécessaires. En gros, il y a deux options. Soit tu considères que c'est la sentience en acte qui a de l'importance, et dans ce cas-là, mon exemple de Fred qui prend le sérum qui lui fait perdre sa sentience, ça lui fait perdre son droit à la vie parce qu'on parle d'une sentience en acte. Mhm. Soit si tu rejettes cette notion de sentience en acte et que tu parles de sentience en puissance, ça veut dire que tu considères que c'est pas que c'est les capacités internes de pouvoir développer la sentience à l'avenir qui comptent pour avoir un statut moral. Et dans ce cas-là, ça s'applique à l'embryon parce que l'embryon il a les capacités internes de développer de Non, la parce que sentience plus pour tard l'embryon, dans ça sa ne vie. s'appliquerait pas parce qu'il n'a jamais été sentient. Là, l'exemple Fred à qui tu donnes le sérum, il a déjà été sentient dans le passé. Ouais. Et ça fait quoi la différence, le fait d'avoir été sentient? Ça change rien. Bah, ça fait que c'est une vie qui commence à avoir de la valeur morale. De la même manière, Oui, avec le mais principe de symétrie que j'ai donné dans ma présentation, que quand il en aura plus jamais, bah, ça cesse d'être une personne, on considère qu'il est déjà mort. moi, il me semble que c'est une pétition de principe, mais bon, enfin, Ce serait quoi la on va pétition de passer à principe? autre chose. Euh, attends, toi, tu reconnais que, parce que l'argument que j'ai donné tout à l'heure sur euh, le fait, est-ce que tu reconnais que tous les êtres humains, après leur naissance, sont égaux en dignité ou pas? Égaux en droit, ouais. Oui, qu'ils ont la même valeur intrinsèque, qu'ils ont la même valeur de vie. Euh, non, je dirais pas qu'ils aient la même valeur intrinsèque, je dirais qu'ils sont égaux en droit. Donc, Parce que la Déclaration des droits de l'homme de 1948, elle affirme que tous les êtres humains, après leur naissance, ont la même valeur intrinsèque, c'est-à-dire que euh, quasiment il y sûr a que pas c'est de plus précisé en hiérarchie. droit. Non, mais pas que en droit, en dignité, parce qu'elle parle de dignité, la Déclaration de 1948 aussi. Ouais, après, on peut le faire ça, mais ça empêche aucune hiérarchie subjective entre individus, hein. Ou de système de préférence qui met des individus au-dessus d'autres, hein. Pour Bon. moi, la Parce déclaration que des droits de moi, je l'homme, pense, elle est pas, c'est pas un truc, c'est pas un principe déontologique c'est pour les sociétés, c'est pas pour un individu. Un individu peut très bien hiérarchiser. Le seul truc, c'est qu'il peut pas faire un système de loi qui hiérarchise les individus ou qui hiérarchise leur dignité humaine.
Mais personnellement, tu peux considérer que les personnes en état de mort cérébrale n'ont plus de valeur, même si la Déclaration des droits de l'homme pourrait s'appliquer en partie à eux. L'un n'empêche pas l'autre. Moi, je serais pas d'accord sur le fait qu'ils ont plus de valeur, On pourrait mais bon, euh, c'est un autre débat. enlever le PowerPoint pour qu'on vous voit plus vous, ou bien Yes. passer à autre chose. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Ok, je vois que on change En de se slide, reprenant, c'est donc ça, juste. du coup, yes, on a répondu plus ou moins. Sur les zigotes, je sais pas si on peut lancer ce débat-là ou pas. Le débat le plus intéressant, ça me paraît être celui sur la sentience. Donc je sais pas si tu veux lancer le débat sur les Et zigotes. déjà, moi, je pense avoir suffisamment répondu à l'objection des zigotes, notamment en me fondant sur la science contemporaine, sur le fait qu'ils disent que c'est cohérent de voir les jumeaux monozygotes, comme le fait qu'il y en a un qui naisse de l'autre de manière asexuée. Après, voilà, Yes. c'est dans les 15 premiers jours de la grossesse. Le Zoom Voilà, va ça c'est encore se terminer dans 10 minutes, donc on risque d'en lancer un troisième, hein, si ça coupe, ok, vu que c'est la pas de version problème. d'essai. Il y a quand même le problème que c'est affirmé que deux êtres humains peuvent occuper le même espace. La même position géographique occupée par deux êtres humains, c'est pas quelque chose qui est... enfin, c'est un pouvoir qu'on Non, aurait non, non, dû non, comprendre que les humains avaient. parce que dans le modèle proposé par Stéphane Napier, tu aurais un être humain au départ, un seul zygote, et après, tu en aurais un autre qui se détacherait du zygote initial, et que tu aurais du coup un deuxième être humain qui serait créé à partir du zygote Ouais, initial, et là, il serait plus au même endroit, il ouais, serait mais séparé. la Il division commencerait cellulaire, d'exister à partir de tu peux jamais savoir qui est l'original et qui est le séparé. T'as jamais ça, donc c'est ok. Qui est Paul? Oui, mais Qui est Paul dans d'accord. les deux jumeaux? Oui, mais attends, attention. Le fait que tu ne saches pas qui est l'original, ça n'implique pas qu'il n'y avait pas d'être humain original. Le fait que épistémiquement, on ne soit pas capable de déceler qui était l'être humain original, qui est venu avant qui, ça n'implique pas qu'il n'y en avait pas un avant. Ouais, mais du coup, c'est un processus où tu n'as pas de distinction et n'importe lequel des deux peut être l'ancien, mais ok, à la Oui, non, limite, c'est juste qu'on sait pas, on sait pas le déterminer, oui. On sait pas le déterminer, mais il y en a forcément un des deux qui l'était. ouais, le principe de la division cellulaire, en général, on n'en distingue pas une copie de l'original, mais après, on peut rester En tout peut-être cas, plus c'est sur ce la que disent science. Mais... un bon nombre Et d'embryologistes. Mais attends, pour ouais, l'argument du placenta, par contre, j'ai pas vu de réponse. Est-ce que du coup, on est des parties d'humains je- parce qu'on n'est pas, on est plus on est sans notre placenta? tu peux reformaliser l'argument sous forme de prémisse pour que je comprenne bien de ce dont Mais il si s'agit. un zygote est un être humain, alors tout ce que devient le zygote est un être humain. Du coup, c'est le bébé plus son placenta, plus son sac amniotique, plus tout, blablabla. Est un être humain. Et donc, du coup, par Non, exemple, non, je pense que et que du coup, on ne je pense serait que c'est qu'une partie absurde. d'être humain. Non, mais je pense que c'est absurde parce que tu vois, il y a des parties de notre corps qui ne, qui ne sont pas strictement de nous. Par exemple, mes cheveux, si je les coupe, bah, ça c'est pas partie de moi. Pareil, le cordon ombilical, Bah, quand je le si, ça coupe à fait la partie de naissance, toi. même si ça est grandi à partir de mon corps, ça veut pas dire que c'est moi en tant que tel. Donc, je pense que c'est pareil pour le placenta. Le placenta, il grandit à partir du zygote, mais derrière, au moment de la naissance, il n'y en a plus besoin et donc c'est une enveloppe corporelle qui est enlevée. En tout Ouais, cas, mais ça, justement, ça empêche pas les. là, tu me donnes un Ouais. argument en disant, bah, si on coupe la main, on dit pas que la main est un être humain, la main coupée. Du coup, on devrait pas dire qu'une partie de l'ensemble placenta plus bébé est un être humain. Ouais. On devrait pas dire qu'une partie de ça est un être humain. On devrait dire que c'est le tout, l'être humain. Non, on devrait dire que ce qui grandit au sein du placenta est un être humain. Euh, même si le Ouais, placenta mais est dans ce issu cas-là, de le la zygote cellule initiale. va donner un truc. C'est un stade qui va donner un être humain et un placenta, mais du coup, c'est un stade antérieur qui peut pas être un être humain. Je vois pas comment tu peux réussir à réconcilier les deux. Non, parce que le zygote, c'est l'être humain euh, allié, on va dire, à une enveloppe préparée pour maintenir l'être humain dans l'existence pendant la grossesse. En tout cas, les embryologistes, enfin, ça leur fait pas peur cette objection du placenta, hein. Les manuels que j'ai cités, ils te disent oui, le zygote Ouais, est un mais être humain vivant. si Enfin, on revient sur les citations que tu as données, moi je serais en désaccord avec ton interprétation. Je pense pas qu'on puisse interpréter de ces citations qu'ils disent que l'être humain est. Alors si tu en remontes quelques-unes, il y en non, a une où j'avais vu que c'était vraiment flagrant. Tac, 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 tac.
Alors, Hop, tac. alors, euh, tac, tac, tac. donc, Alors, la fécondation est un point de repère critique. Là, là, là. Un nouvel organisme humain. Tu vois, le fait qu'ils disent organisme humain, déjà, ça, pour moi, ça veut dire qu'ils prennent des précautions pour dire si c'est un être humain. attends, Euh, là, ils le disent, hein. Là, ils le disent. Ouais, Le mais, zygote est le début d'un nouvel être humain, c'est-à-dire un ouais, embryon. mais dire que c'est le début, est-ce que ça veut dire que ça en est un je... Bah oui. à mon avis, les embryologistes, ils disent pour eux, c'est pas notre sujet, c'est le sujet de philosophe, de savoir quand est-ce qu'un être humain débute et que du coup, ils utilisent ce genre de formulation, mais qu'ils ont. C'est pas Attends, là-dedans. attends, Et de d'ailleurs, savoir on peut faire la recherche de en savoir direct, quand hein, est-ce si je qu'un tape être humain. est-ce qu'un zygote est un humain, je vais tomber sur des trucs de plutôt métaphysiques de comment concilier les deux, hein. Attends, attends. Google, c'est pas pareil que les manuels d'embryologie officiels. Là, je m'appuie sur des sources académiques. Et quand ils disent que c'est le début d'un nouvel être humain, si je te dis je vis actuellement le début de mon adolescence, eh ben, ça veut dire que je suis dans l'adolescence. Donc, Ouais, mais c'est assez clair. je serais pas Ça d'accord. marque le Pour début de moi, chacun de nous en tant qu'individu unique. c'est un usage du terme qui est très large et qui n'a pas vocation à répondre à cette question-là. Et c'est pas pour rien que les arguments en faveur d'une vue conceptionniste ou d'une vue au niveau de l'implémentation ou une autre vue, à chaque fois, tu tombes que sur c'est que des arguments philosophiques. Tu vois, jamais un magazine, un livre d'embryologie va te dire c'est le début d'un nouvel être humain, mais il va jamais argumenter pourquoi c'est le début d'un être humain. Il va utiliser le terme de manière assez vague et avec un peu de largesse. Mais je suis pas convaincu que on aurait l'auteur. Je pense que si on lui demandait vraiment concrètement de se prononcer sur quand est-ce que l'humanité démarre, il te dirait c'est une vaste question et c'est pas. Tu vois, même là, un nouvel être humain se développe. Est-ce que ça veut dire que c'est déjà un être humain ou le début d'une nouvelle vie? On est d'accord pour dire que c'est le Ouais. début du développement d'un être humain. Mais est-ce que ça veut dire que c'est ou d'un futur être humain? Mais c'est pas. Enfin, le fait qu'ils aient Être pas mis humain, au l'adjectif sens futur, je biologique. suis pas sûr que on puisse en conclure grand chose et que c'est des interprétations. Tu fais une interprétation hyper restreinte à quelque chose qui se veut beaucoup plus large. Alors, ces interprétations, David Bonin le fait aussi, Peter Singer le fait aussi, donc peut-être qu'ils ont Ouais, tous tort, hein, mais mais en parce tout cas, ils utilisent être humain dans le sens membre de l'espèce Homo sapiens, et ça, c'est une question biologique, pas une question ouais, mais philosophique, savoir qu'est-ce qui est membre de telle ou telle espèce. Il suffit de montrer que le zygote est un membre, enfin, est un organisme avec de l'ADN humain, génétiquement distinct, ouais, qui mais se développe. ouais, mais justement, c'est Peter Singer, c'est vu qu'il se base sur la sentience. Lui, il va te dire, il va complètement concéder sur le plan sémantique parce que il est en mode, on s'en fout. Ce qui est intéressant, c'est la sentience, que ce soit un être humain ou non, on s'en fout et donc du coup, le débat sémantique n'a pas d'intérêt. Mais ce qu'on peut faire, c'est pour ça que moi, j'ai utilisé aussi le terme de valeur morale pour éviter de partir une éternité sur le débat sémantique autour de ce qui est un être humain. Mais Moi, je te c'est pour mettrais dire qu'il y a au des défi de conceptions qui trouver un existent. seul philosophe. Essaie de me trouver un seul philosophe pro-choix, pro-avortement qui défend que l'embryon n'est pas un être humain. Les trois que j'ai mis en J'en ai jamais citation, trouvé. donc Burgess, Hollande et comment il s'appelle? Le dernier. Hop. Il y a là, alors bioéthique 2020, je vais juste Ah, pardon, faire je un voulais petit. dire un manuel d'embryologie. Parce Mais que, je ne est-ce que pense tu as pas des que la manuels réponse tu la d'embryologie trouves qui dans te disent? l'embryologie en fait. Bah, en fait, C'est si tu que utilises la définition biologique du mot être humain, tu vas trouver ta réponse dans les manuels d'embryologie. Membre de ouais, mais l'espèce Homo sapiens, là, ce qui nous c'est intéresse, une c'est pas la définition biologique, c'est que si je te montre une amibe et que je montre Superman et que l'amibe, je dis qu'elle est composée d'ADN humain et que je demande à 100 personnes à qui il faut appliquer la Déclaration des droits de l'homme, je pense que la réponse, elle va être claire et même en leur donnant l'information sur l'ADN. Et que la réponse, ça va être clairement, bah oui, il faut donner des droits, faut appliquer la Déclaration de l'homme, des droits de l'homme à Superman, alors que l'amibe, bah, on s'en fout, quoi, c'est l'amibe. Et donc c'est pour ça, pense pour que moi, l'homme dans la conception, enfin, c'est un concept assez vague et que Superman serait inclus de manière quasi instantanée dans ce que les gens, ils appliqueraient à Superman tous les droits qu'ils appliquent aux humains sans même réfléchir. est-ce que je peux te poser quelques questions sur ta position ou pas? Ouais. On remet les caméras peut-être Euh, pour, ouais.
On Bon, de va toute façon, là, ça enlever va le. recouper dans 1 minute, donc je pense qu'on risque de devoir redémarrer le. Tu nous entends? Oui, moi j'aurais besoin de savoir, est-ce que tu penses que l'avortement devrait être légal euh, en toutes circonstances pour n'importe quelle raison invoquée jusqu'à 18 semaines? Alors, attends, 2 secondes, parce que j'ai juste le. Sur Twitch, ton truc est parti. Allez, parti. Alors, si. Oui, effectivement, pour n'importe quelle raison. Donc oui, moi ma question c'était, est-ce que du coup tu penses que l'avortement doit être légal en toutes circonstances, y compris pour des raisons de sélection sexuelle, donc des parents qui voudraient choisir d'avoir une fille plutôt qu'un garçon? Mais, en principe, ça devrait être illégal, mais en pratique, c'est pas faisable. Donc, je dirais que c'est pas, je sais pas trop comment te, ouais, c'est en pratique vu que c'est pas faisable, on le fait pas, mais je condamnerais moralement, en principe, cet acte. Et je pense que la société devrait condamner cet acte aussi. Tu le condamnerais pour des raisons liées au sexisme de filles-garçons, mais pas pour des raisons liées au statut moral du fœtus qui, selon toi, n'a aucune valeur morale avant 18 semaines. Bon, je pense que surtout, c'est que t'aurais plein d'êtres humains qui seraient très malheureux si 30 ans plus tard, tu as 60% de filles et 40% de garçons dans une génération. Je pense que ce serait très problématique pour un grand nombre d'individus. Donc, j'aurais tendance à être contre pour ces raisons-là. Ok. Et indépendamment des questions de filles et garçons, est-ce que tu penses, du coup, ta position, elle implique que c'est pas immoral d'utiliser l'avortement comme moyen de contraception, puisque de toute façon, le fœtus, il a aucun statut moral avant ses 18 semaines, et donc on peut avorter autant de fois qu'on veut. Il n'y a pas un nombre limite d'avortements qu'une femme pourrait avoir dans sa vie. Ouais. Moralement, ouais, je dirais que j'ai un peu de dégoût quand même, Ouais. mais je dirais pas Et que je condamnerais moralement. parce que moi, il y a un cas qui a été rapporté aux États-Unis que je mentionne dans mon livre. C'est le cas d'Aliza Schwartz qui a choisi intentionnellement d'avorter 9 fois d'affilée pour récolter les restes fétaux pour son projet d'art à l'université. Et elle a fait ça successivement 9 fois d'affilée. Et si ta position elle est correcte et que le fœtus n'a aucun statut moral, alors, ce qu'elle a fait, bon, bah, c'est pas vraiment immoral en soi. Elle n'a pas violé le statut moral de quelqu'un en faisant ça. Non, effectivement, je dirais qu'elle n'a pas violé le statut moral de quelqu'un. Je dirais que c'est assez dégueu, de la même manière que quelqu'un qui mangerait ses excréments ne fait pas quelque chose d'immoral, mais quelque chose qui me dégoûte quand même. Je vais mettre à peu près au même niveau. Oui, mais du coup, ça serait un dégoût et un rejet personnel, mais tu dirais pas, non, une telle pratique, ça devrait être illégal, parce que Non, non, je serais pas pour le déjà, rendre tu dis pas illégal. que manger ses excréments, c'est forcément immoral. Non, 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 Oui, non, c'est tu pas. serais pas pour le rendre illégal, mais même, tu pourrais pas dire que c'est immoral en tant que tel, parce que si tu le compares au fait de manger ses excréments, tu penses pas que manger ses excréments, c'est immoral. Effectivement, ouais, j'aurais à peu près le même point de vue là-dessus. Ok, très bien. Et est-ce que du coup, en fait, tu sais, il y a beaucoup de pro-choix qui disent je suis pour que l'avortement soit, comment dire, je suis, comment dire, est-ce que du coup, tu penses pas, oui, ta position, elle implique aussi de dire que il n'y a pas de différence morale euh, entre une. Parce que j'ai des cas que je cite dans mon livre, des femmes qui ont eu 33 avortements dans leur vie, c'est répertorié, qui l'utilisent comme moyen de contraception. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui trouveraient ça choquant, même des gens qui sont favorables à l'avortement, qui disent utiliser l'avortement comme moyen de contraception, c'est grave, c'est choquant. Mais ta position qui nie complètement le statut moral du fœtus, elle implique que c'est pas immoral d'avoir avorté 33 fois dans sa vie. Bah, je pense qu'il y a un impact, entre guillemets, où tu vas demander des ressources de la société pour pouvoir avoir accès à ton avortement, notamment dans un pays où la Sécu est remboursée, la Sécu rembourse l'acte. Et que là, c'est un peu abusé que tu profites du système alors que c'est quelque chose qui ne devrait pas avoir lieu. Donc en principe, j'aurais un peu de mal avec ça. Mais pareil, en pratique, c'est compliqué de mettre un chiffre en disant à partir de 10, vous n'avez plus le droit, quoi. Mais c'est pareil, ce serait plus pour dire comme quelqu'un qui se casserait la jambe de lui-même pour pouvoir aller à l'hôpital. Je dirais, mais qu'est-ce que tu branles, tu abuses de la société pour en tirer ton plaisir personnel, ce qui n'est pas une chose que je considère comme positive.
Je dirais peut-être même que c'est mal moralement quand c'est vraiment, quand c'est beaucoup le cas. Surtout quand il y a des alternatives assez simples comme la pilule du lendemain, la capote. Puis surtout, Ouais. c'est pas fun, donc pour moi, ça entraîne une espèce de masochisme un peu bizarre parce que des expériences que j'ai pu entendre de femmes qui se sont fait avorter, l'avortement médicamenteux, ça quand même te retourne le bide pendant quelques jours, donc j'ai du mal à voir pourquoi quelqu'un s'infligerait ça 33 fois. Et après, voilà, chacun se fera son avis, mais moi, il me semble que voilà, tes positions qui consistent à dire que avorter 33 fois dans sa vie, ou même 50 fois dans sa vie, c'est moralement comparable à prendre la contraception tout au long de sa vie sans faire aucun avortement, parce que le fait jusqu'à 18 semaines, hein, c'est-à-dire que avorter à répétition à 18 semaines, pour toi, c'est pas un problème au plan moral, parce que le fœtus n'a aucun statut moral, je pense que ça choquera beaucoup de personnes. Ok. Donc voilà. On part sur une conclusion, parce que moi je voulais me servir de ça comme bout de conclusion. Je sais pas si tu veux commencer ou Oui, bah, je pense que enfin, c'est à peu près ça, hein, la ça conclusion va a être la déjà été. répétition de ça. Hein, ma conclusion. J'avais pas prévu de répéter grand chose que ce qu'on vient de se dire là il y a 2 minutes. C'est excellent. On a effectivement entendu la belle conclusion de chacun. Hein. À moins que tu veuilles rajouter quelque chose, Mathieu, en plus que ce qu'Ergodis disait. Pense qu'on a exposé nos deux positions de manière cohérente et que voilà, les gens auront pu voir nos exposés, nos arguments différents et évaluer eux-mêmes qui a mieux répondu Ouais. aux À la observations de nos question au arguments. sujet de l'avortement. Je rajouterais juste Alors, une je vous petite... remercie beaucoup Attends, pour attends, ce Luc, temps que... Luc, Oui, laisse-moi. Ergo, Non, toi. juste une petite phrase pour dire que je trouve ça léger de dire que ma position serait extrême. Je trouve pas que ce soit suffisant du coup pour affirmer que la raison est pro-vie dans le sens où, à part si tu pars du principe que la raison justifie d'être catholique, mais du coup je trouve ça, en plus de ce qu'on s'est dit, je trouve ça du coup un peu léger pour affirmer que la raison est vraiment pro-vie. Ok. Moi, je pense Merci. qu'on peut être rationnel et pro-avortement, mais du coup qu'on est obligé d'avaler des conclusions qui sont moralement inhumaines. Donc le pro-avortement, il a un choix entre deux choses, soit l'incohérence intellectuelle, ou soit la cohérence intellectuelle et une inhumanité assez flagrante vis-à-vis de, de la- de- des fœtus jusqu'à un certain stade, voire même des nouveau-nés, parce que des gars comme Peter Singer et autres, ils vont défendre l'infanticide jusqu'à plusieurs mois après la naissance. Et au moins, enfin, je trouve Peter Singer, que ils ont des positions alors qu'il est cohérentes, pro-sentience. même s'ils peuvent rationnellement tenir le coup. Je pense que voilà, on peut être rationnel et tenir des positions inhumaines. Mm. Ok. Voilà ce que je dirais. Parfait. Donc, l'événement de ce débat a été enregistré. Ouh, non, pas la dernière partie. Je vais essayer de faire un montage. Je vous posterai ça pour couper les cuts liés à Zoom. Oui, espérons que Je vais devoir on apprendre à aura au moins monter, quelque ça va être chose. difficile. Ouais, parce que là, je regarde sur Zoom, cette fois-ci, on n'est pas enregistré. On a oublié de lancer à cause du truc de connexion qu'on a Pas de eu au début. souci, je vous passerai la VOD Oh, Twitch ouais, pour la dernière. Très- dès que j'ai cuté les interruptions. C'est déjà une bonne Trop bien. nouvelle qu'on ait réussi à avoir 3 fois. Hein. Ce truc-là, ça veut dire que la conversation a duré un petit peu plus longtemps que ce qu'on avait prévu. Ouais. Merci beaucoup pour votre échange. C'était très intéressant, très instructif pour tous ceux qui ont pu vous écouter en direct. Hein. Vous étiez aussi en direct sur Scholasticus. Il y a plusieurs personnes qui ont pu regarder votre live sur notre serveur. Donc, ils pourront par la suite, bien sûr, comme on a dit, on va faire un petit événement plus tard. On verra selon vos dispositions pour ce qui est des questions à ceux qui faisaient le débat aujourd'hui. Il y aura un enregistrement qui va être fourni aussi aux autres scholasticiens qui ne pouvaient pas être présents pour cet événement. Euh, oui. Extraordinaire la technologie, ça a fonctionné, on a tout entendu, je pense qu'on n'a rien manqué. Donc merci encore pour votre disponibilité hein, à vous deux. C'était agréable de vous entendre et au plaisir de vous revoir très bientôt.